COP22 sur le climat à Marrakech au Maroc aura lieu dans 2 jours. La Côte d'Ivoire se prépare. Elle montre son adhésion à l'accord. La ville d'Abidjan s'illumine en vert depuis hier, 4 novembre. L'ONI, l'Office national d'identification, va mettre en circulation de nouveaux imprimés d'attestation d'identité et de titres provisoires de séjour. Ces nouveaux imprimés, avec un niveau de sécurité plus élevé, devraient contribuer à endiguer la fraude. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Nous sommes à J-3 de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Hillary Clinton et Donald Trump, les 2 candidats à la Maison-Blanche, continuent de mobiliser les électeurs. C'est la dernière ligne droite. Il faut donc convaincre les électeurs indécis. Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 1. Ajoutée au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invitée est Marie-Josée Ali, sacrée lauréate 2016 du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, organisé par l'association Aquaba Culture. Elle a remporté ce prix avec son roman Le Convoi. Marie-Josée Ali est journaliste, écrivaine et chanteuse, originaire du Diamant en Martinique. Pour cette 9e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine, 51 ouvrages étaient en lice, issus de 13 pays. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec Le Convoi de Marie-Josée Ali? Nous en saurons davantage avec notre invitée. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Commençons par l'ONI, l'Office national d'identification, qui va mettre en circulation de nouveaux imprimés d'attestation d'identité et de titres provisoires de séjour. Ces nouveaux imprimés, avec un niveau de sécurité plus élevé, devraient contribuer à endiguer la fraude. Et dès ce lundi, ces nouveaux imprimés de l'attestation d'identité seront disponibles dans les guichets de l'Office national d'identification. Michel Digré. Depuis quelques mois, il revient de façon récurrente à la direction générale de l'ONI qu'une fraude est organisée autour des imprimés des attestations d'identité censées être sécurisées par un sticker. Des enquêtes ont même permis de démanteler des réseaux et d'épingler des personnes dans le faux sur les documents administratifs. L'Office national d'identification décide donc de procéder à la mise en circulation dès ce lundi de nouveaux imprimés sécurisés d'attestation d'identité. Nous sommes passés d'un niveau, un seul niveau de sécurité à 22 niveaux de sécurité. On a multiplié par 22 et permettre également aux banques d'être rassurées, aux notaires d'être rassurés à l'occasion des transactions financières, à la police nationale également, de savoir que ces personnes-là vont désormais figurer dans la base de données nationales d'identification de la population en Côte d'Ivoire. L'imprimé A5 du titre provisoire de séjour délivré aux non-nationaux hors CEDEAO, séjournant plus de 3 mois en Côte d'Ivoire, disparaît pour un nouveau format plus pratique. L'autre cible, ce sont les ressortissants hors CEDEAO. Vraiment, la proportion de ceux qui n'ont pas ce document est très importante. Donc nous leur demandons de se mobiliser à nos guichets parce que désormais, sans ces documents, sans le titre provisoire de séjour, ils ne pourront pas accomplir aisément des actes de la vie civile. Voilà, c'est une exigence de sécurité intérieure, c'est une exigence de sécurité des transactions qu'ils vont eux-mêmes faire. Ces changements n'auront aucun impact sur les coûts des 2 documents. La COP22 sur le climat à Marrakech au Maroc aura lieu dans 2 jours seulement. L'événement, je rappelle, se tient du 7 au 18 novembre prochain. 195 États, dont la Côte d'Ivoire, sont attendus à cette 22e conférence qui se tient 11 mois après celle de Paris. Et la Côte d'Ivoire, partie prenante à cet accord, se prépare. Elle montre bien son adhésion à l'accord. La ville d'Abidjan s'illumine en vert depuis hier, 4 novembre. Voyons cela avec Moussa Konaté. C'est un décor inhabituel cette nuit à l'hôtel du district d'Abidjan. Une lumière verte brille sur le bâtiment abritant l'institution. D'autres édifices de la capitale économique présentent le même visage. Abidjan s'illumine donc en vert pour marquer l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord de Paris sur le climat. Un moment historique en cette soirée du vendredi 4 novembre 2016. Ce 4 novembre 2016, l'accord de Paris est entré en vigueur et je pense que le monde doit s'en réjouir. Et c'est la manière de la Côte d'Ivoire de marquer son contentement, de marquer sa solidarité. Il a été suggéré que dans les grandes capitales mondiales,
cette entrée en vigueur soit marquée par l'illumination de monuments en verre pour bien montrer que le monde, la planète, se tourne vers le développement durable, vers la préservation de l'environnement, vers la lutte acharnée contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris sur le climat aura donné de l'espoir à l'humanité face aux inquiétudes du réchauffement climatique. Les regards sont désormais rivés sur la COP22, le prochain rendez-vous mondial sur le climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Marrakech, au Maroc. Plus de 190 États sont attendus. Avant ce rendez-vous, les lauréats du prix d'excellence 2016 du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, classés respectivement 2e et 3e, ont été récompensés en présence de la ministre Euphrasie Kwasi-Yao. La ministre a honoré les lauréats des différents prix, tel le prix de la meilleure maman. Elle a encouragé ses lauréats à partager leur expérience et à persévérer dans le combat de l'autonomisation des familles. Un diplôme, un trophée et des chèques ont respectivement été remis aux lauréats. Le mérite également reconnu à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. L'université vient justement de reconnaître l'aptitude d'une centaine d'étudiants en tant que cadres dans le secteur agro-pastoral. Ces étudiants qui ont suivi 4 années de formation ont reçu leur diplôme des mains de leur parrain, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoua. Il en a profité pour livrer la politique de la formation des acteurs du secteur agricole pour une agriculture florissante. Adama Kone. Toge noir, coiffure de circonstance. Les premiers étudiants de l'Institut de gestion agro-pastorale IGA de l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo défilent pour recevoir leur diplôme. Illustration de la mise en œuvre de la politique de formation d'acteurs agricoles de haut niveau. On ne peut pas moderniser l'agriculture sans moderniser votre savoir et votre savoir-faire. La cérémonie de remise de diplôme a permis au ministre de l'Agriculture et du Développement rural de souligner l'importance des ressources humaines de qualité dans le développement agricole de la Côte d'Ivoire. Des hommes et des femmes qui constitueront la sève du circuit allant de la fourche dans les exploitations à la fourchette sur la table du consommateur. Nous avons un programme cohérent sur la formation agricole. Nous allons mettre dans les 5 régions agroécologiques homogènes des centres de formation professionnelle agricole intégrés. Ces centres permettront aux étudiants, ils permettront à ceux qui veulent embrasser le métier de la terre, aux ingénieurs, aux chercheurs, aux agriculteurs opérant déjà sur le terrain, d'actualiser leurs connaissances et surtout d'adapter leurs moyens de production à l'évolution du marché. Les parchemins en poche, la centaine de diplômés de l'Institut de gestion agro-pastorale doit troquer désormais la toge pour des tenues de terrain. C'est que le taux d'insertion professionnelle est de 80% pour ces diplômés. Tout un modèle de formation garantissant une employabilité effective au dit du ministre Sangafoua Coulibaly. On en arrive au 3e titre de cette édition. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Moussa Dosso, accompagnée de personnalités et d'experts, vient de séjourner à Accra au Ghana. Un accord de coopération a été signé entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Issa Yeo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, s'engage fermement à lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Un engagement matérialisé le 13 septembre dernier par une déclaration. Pour la mise en œuvre de la volonté de ces deux premières dames, une délégation composée de personnalités et d'experts ivoiriens était au Ghana. Malgré les efforts déployés par chaque pays pour combattre à son niveau ces phénomènes, je l'ai dit, malheureusement, ils persistent. Face à cette situation, il est apparu nécessaire de mettre en place un cadre formel d'action conjointe en vue d'éradiquer ce phénomène.
Une éradication qui passe par la prise de mesures concrètes. À la suite de cet accord, les deux gouvernements ont promis tout mettre en œuvre pour opérationnaliser les engagements pris par les deux États. La protection des enfants est également au centre d'une rencontre qui se tient à Abidjan. Une cinquantaine d'experts venus des 15 États de la CEDEAO réfléchissent sur les mécanismes en vue d'une meilleure protection des enfants qui traversent les frontières des pays chaque année, de façon volontaire ou non. Konaté Moussa. Des milliers d'enfants traversent les frontières des pays chaque année. Leur périple, plus ou moins volontaire, les rend vulnérables. Un besoin d'accompagnement s'impose donc. À cette 12e rencontre du comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant, il est question de la mise en œuvre de mécanismes pour une meilleure protection des enfants en mobilité. Des enfants qui traversent des pays avec leurs mamans et leurs parents, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé, qui se déplacent sans avoir aucun moyen de survie, les moyens les plus primaires pour la survie et pour leur bien-être. Si on a des plans nationaux de qualité, si on a des mécanismes de suivi et d'évaluation, si on a des mécanismes d'intervention, on pourra ensemble travailler au niveau des 15 États membres de la CEDEAO pour que l'avenir des enfants soit meilleur, pour que leur protection soit effective. Depuis 2005, plus de 6500 enfants ont bénéficié d'encadrement et de réintégration. En Côte d'Ivoire, les actions de protection de l'enfant sont bien connues. En Côte d'Ivoire, ils ont mis en place plusieurs centres donc pour accueillir ces enfants, ou dans des orphelinats, ou en tout cas toute autre condition pouvant leur permettre de s'épanouir, de manger, de s'éduquer, de se soigner. Cette rencontre est placée sous la direction de la commission de la CEDEAO. Elle réunit une cinquantaine de participants des 15 États membres et de la Mauritanie. Ils devront réfléchir à des dispositifs pouvant mieux gérer la mobilité des enfants. Nous partons maintenant pour le village Marchou, situé à 5 km de Bingerville. Ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre et connu surtout pour son combat contre cette maladie. À sa création dans les années 40, ce village comptait des centaines de malades qui sont morts pour la plupart aujourd'hui. Et bien plus de 70 ans après la création de ce village, quel visage présente Marchou? Élément de réponse avec Franck Quadio. Des doigts et des orteils emportés, des visages déformés par la lèpre. Nous sommes à Marchou, village situé à 5 km de la ville de Bingerville. Créé dans les années 40, ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Par le passé, vous savez que la lèpre était une maladie un peu honteuse. En face d'Abata, il y a une île là-bas. C'est là-bas les parents étaient avant. Pour que le médecin aille là-bas les soigner, il y avait un problème. Il fallait avoir une bonne embarcation pour que le médecin arrive là-bas. Raouf Loro est venu là, il a trouvé que non. Le médecin, c'était des Européens à ce moment, qui allaient venir traverser chaque fois, et puis souvent, il ne trouve pas de personnes, et puis ils repartaient. Donc il fallait que les gens viennent sur ce site actuel. Il y a quelques années, Marchou abritait une centaine de malades de la lèpre. Mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Aujourd'hui où je parle, sur les 400 malades que nous avons, qui étaient là avant qu'ils ne soient nés, aujourd'hui il ne reste que 10 malades. Mais toute la population que vous voyez aujourd'hui, actuellement, nous sommes les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment le village aujourd'hui. À sa création, c'était un village modèle. Mais aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même, car confronté à d'énormes difficultés, notamment l'accès au village, un véritable parcours du combattant. Quand il pleut fort, et même le pont, là-bas il est inondé, et ici même c'est plus grave. Il y a des endroits où l'eau reste beaucoup. On ne parle pas de bitume, simplement la terre rouge pour permettre aux véhicules de rentrer facilement. Autre préoccupation pour les populations, les latrines du village dans un état qui laisse à désirer. Alternative à trouver, se soulager dans la lagune. Le jour qu'on reconstruit le village, ils ont fait 2 toilettes. Quand c'était plein, quand ça remplissait, on emmenait un véhicule pour pomper. Mais c'est rempli jusqu'à c'est débordé. Donc ça dit qu'on ne peut plus même aller aux toilettes là-bas. Donc j'ai oublié d'aller au bord de la lagune, quelque part, pour mettre à l'aise. Les populations de Marchou ont désormais le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour sortir de cette léthargie.
Une autre maladie à combattre, le paludisme. La campagne de démoustication dans la zone d'Abidjan Sud qui a débuté le 18 octobre dernier est rentrée depuis quelques jours dans sa phase active. Actuellement, des agents du Programme national de lutte contre le paludisme et de l'Institut national d'hygiène publique unissent leurs forces sur le terrain. Ils détruisent les gîtes lavaires, appelés encore nids de moustiques. Delphine Gla. Enthousiastes et déterminés, ces hommes mandatés par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, ont une seule mission ici, dans le quartier derrière Waf de Port-Boué, empêcher que les moustiques ne se développent. Cette étape est la deuxième après la phase de sensibilisation. Ici, tout ce qui est susceptible de retenir de l'eau sale est déclaré gîte larvaire potentiel, nid de moustiques. Et au passage des équipes, il est physiquement détruit. Dans les habitations, comme ici dans les maraîchers, tout est passé au peigne fin. En août 2016, Madame la ministre a procédé au lancement de la destruction des gîtes larvaires et des moustiques dans un certain nombre de quartiers de la ville d'Abidjan. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire une mobilisation sociale, de rencontrer les populations et de leur dire que le moustique se développe à proximité de leur lieu d'habitation. Par la suite, nous procédons à la destruction de ces gîtes larvaires. Derrière WAF est à la deuxième phase de la campagne de démoustication. Après la destruction physique des gîtes larvaires, viendra la dernière étape, la fumigation, qui est celle qui consiste à tuer les moustiques adultes, comme ici à Trècheville. Des populations heureuses, les moustiques vont plus perturber leur nuit. Mais la fumée n'est toujours pas sans désagrément. Éternuement et tout sont aussi au rendez-vous. Nous avons des produits qui sont destinés à l'hygiène publique, qui sont formulés avec des coformulants qui ne sont pas dangereux pour la population. L'opération de démoustication dans les communes d'Abidjan Sud a démarré le 18 octobre dernier et va s'achever le 29 novembre 2016. On s'intéresse maintenant à la célébration de la Journée mondiale de la mer, initiée par l'Organisation maritime internationale. Comment comprendre les notions de sûreté et de sécurité maritime? Hier, la communauté maritime de Côte d'Ivoire était à Adiaké. Explication avec Francis Boifou. Remise de vedettes à la Direction générale des affaires maritimes, des parades et des plongées pour montrer la capacité des forces d'intervention en mer, des exposés sur l'importance de l'océan, l'entretien et la préservation de la lagune. Beaucoup d'enseignements à l'occasion de la célébration nationale de la journée de la mer à Adiaké. Il ne faut pas chier à côté de l'eau, ne pas jeter des ordures dans l'eau, parce que l'eau qui est là, c'est une source de vie. Les gens qui ont les petites embarcations n'ont pas une formation. Ce que nous avons appris, il faut qu'eux-mêmes ils fassent une formation pour notre sécurité et puis leur propre sécurité. Opérateurs économiques et populations ont été également instruits sur les notions de sûreté et de sécurité dans les navires. Si le navire doit prendre 100 personnes, il faut que le nombre soit respecté. Le navire lui-même doit être muni d'équipements de sauvetage, d'équipements de radio, de tous les équipements recommandés par les différentes conventions, de sorte que lorsqu'il y a un sinistre, on puisse sauver les occupants. Les transports maritimes sont indispensables. Les statistiques indiquent qu'ils assurent 80% des échanges commerciaux à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ils favorisent à 95% les échanges internationaux. Le ministère des Transports serait heureux de voir au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, cherche à créer les conditions favorables de navigabilité sur nos océans, des capitaux privés se constituer en vue de la création d'un armement national avec un capital mixte État-secteur privé ivoirien. Dans le cadre de l'action de l'État en mer, la Marine nationale a acquis 3 navires de type patrouilleur.
Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du ministère de la Justice. Le dimanche 30 octobre 2016, jour du scrutin référendaire, des individus à l'appel de certains responsables de groupements politiques se sont rendus sur des lieux de vote pour empêcher leurs concitoyens d'exercer leurs droits et le bon déroulement du scrutin. Ces personnes ont ainsi saccagé des bureaux de vote. Elles ont détruit des installations électorales et emporté des urnes dans certaines localités. Ces faits d'une particulière gravité ont donné lieu à l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires, notamment dans le ressort des cours d'appel d'Abidjan et de Daloa. Certaines personnes soupçonnées d'avoir participé à ces actes de violence ont été arrêtées et des informations judiciaires sont en cours à leur encontre. Dans le cadre de ces enquêtes, certains responsables politiques ayant lancé des mots d'ordre pour la commission de ces actes ont été entendus et remis en liberté. Les investigations se poursuivent afin que toutes les personnes ayant participé à quelque niveau que ce soit à ces infractions en répondent devant les juridictions compétentes. Comme je l'ai dit, ce communiqué émane du ministère de la Justice. Il est signé du directeur de cabinet adjoint. Le réseau des cadres PDCI, notre héritage, vient de soulager les différentes délégations de ce parti politique. 120 kits informatiques ont été remis à ces délégations pour contribuer à une bonne gestion de la base de données des militants. Explication, Mamadou Kwasi. 120 ordinateurs de bureau et des logiciels remis aux différentes délégations du PDCI RDA. Un don de Yves Djedje, cadre du PDCI RDA de la diaspora, à travers le réseau des cadres PDCI Notre Héritage pour contribuer à la modernisation du parti, mais aussi redynamiser davantage les structures de base. C'est l'identité du PDCI RDA qu'on doit absolument préserver. Et pour cela, des cadres de bonne volonté, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution à la modernisation du parti tel que prôné par le deuxième congrès. Représentant le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Noël Akossi Benjo, lui-même secrétaire exécutif chargé de la mobilisation de l'organisation, félicite le réseau des cadres PDCI Notre Héritage. Pour lui, la solidarité au PDCI doit être une valeur partagée pour la bonne marche de leur parti. Noël Akossi Benjo a par ailleurs demandé aux bénéficiaires d'en faire un bon usage, car le PDCI RDA s'inscrit désormais dans la dynamique du numérique. Il a également exhorté les autres militants à imiter ce geste du réseau des cadres du PDCI Notre Héritage. Hors de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, nous sommes à J-3 de la présidentielle. Hillary Clinton et Donald Trump, les deux candidats à la Maison-Blanche, continuent de mobiliser les électeurs. C'est la dernière ligne droite. Il faut donc convaincre les électeurs indécis. À 3 jours du verdict des urnes, Hillary Clinton, qui veut être la première femme à diriger les États-Unis, mobilise tout ce que le pays a de glamour et de renommée. Hier, elle a fait appel à des superstars comme Beyoncé pour un concert lors de son meeting. Son adversaire Donald Trump affirme qu'il n'a pas besoin de stars pour convaincre les électeurs américains. Selon les derniers sondages, la candidate démocrate devance toujours son rival républicain, mais seulement de quelques petits points. Un soldat français, cette fois-ci c'est sur le continent africain, a perdu la vie hier au Mali, blessé la veille dans le nord du pays, dans l'explosion d'une mine. Au passage de son véhicule, le soldat français n'a pas survécu. Un décès qui porte à 18 le nombre de soldats tués depuis le début de l'opération Serval au Mali. On revient en Côte d'Ivoire pour parler sport football. La Supercoupe Félix Houphouët-Boigny a été remportée aujourd'hui par l'AS Tanda au stade Robert Champrou de Makori. L'équipe de Tanda, championne de Côte d'Ivoire, battue cet après-midi le Sowe Sport de San Pedro sur le score de 2-1. C'est en deuxième mi-temps que la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, 37e édition, a choisi son camp, celui de l'AS Tanda. Le premier but de la partie a été inscrit sur ce coup franc de Issa Sanogo. Belle frappe, aucune réaction au passage. Le portier du Sowe Sport, Diabaga Tesek, est resté sans bouger. Attention, coup franc. Il y a le but. Le but de l'Estanda. Le but de l'Estanda. But de l'Estanda. Et c'est le nouvel entrant, semble-t-il. Pour sa première touche de balle, dans cette finale, Issa Sanogo a donné du sourire au groupe de Kofi Firmin. Le deuxième but est plus beau. C'est encore sur un coup franc. Avec Issa Sanogo, sa frappe ne laisse aucune chance à Diabaga Tesek. Comme Lalali. Ballon. Oh, quel but! Oh, quel but! Croyez-moi, c'est le même. Oh, quel but, ça, Sanogo encore! C'est le même.
Mais le CW Sport de San Pedro continue de croire. Et sur cette action, c'est le défenseur central, Kodjo Urbain, qui trompe de la tête Badra Ali. Et là, c'est le but de l'espoir. Très bien joué. Ah, c'est bien joué. Un vrai capitaine. La réaction du CW est tardive. 2-1 pour l'AS Standard qui remporte la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, le premier trophée de l'équipe sur le plan national. Bienvenue dans la page culture. Je vous amène à la découverte d'une comédienne franco-ivoirienne. Son nom, Amoutati. Elle est en ce moment à Abidjan. Après sa prestation très remarquable au dernier Massa, elle a remis le couvert vendredi passé au Palais de la Culture de Trècheville. Dans Dame de Fer, la comédienne a confirmé dans un cocktail d'humour et de comédie tout le bien que les amateurs des planches disent d'elle. Patricia Omouetia. 8 mois après son passage sur la scène du Massa, le marché des arts du spectacle africain, la comédienne Amoutati s'est produite sur la scène du Palais de la Culture. Dame de Fer est une pièce de théâtre écrite par Tatiana Rougeau, dans laquelle la comédienne s'est illustrée de la plus belle manière. Quand il me touche petit comme ça, j'ai la chair de poule. Mon corps fait nya. J'ai des frissons. Même s'il me donne un caillou qu'il a ramassé par terre, je mange ça. La vendeuse, la vieille dame, la française, la danseuse, des pièces de théâtre qui ont résumé tout l'univers théâtral. À travers ces pièces, Amoutati a démontré sa maîtrise des genres théâtraux. Je suis debout, je chasse le stick. À la fin de ce combat sera offert un dindon argenté. Gaëton m'a promis que s'il gagne la bataille, c'est à toi qui va donner le dindon. Dame de Fer de Amoutati est une comédie qui a obtenu du succès sur des scènes africaines et internationales. Pour son approche créative et originale, Tatiana Rougeau a joué dans des pièces comme Sœur Kofi, Le Cocody du Botswana ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah, sacré Amoutati. On embarque maintenant dans une caravane. Elle est initiée par l'association Aquaba. C'est une caravane pour lire et faire découvrir la lecture aux plus jeunes. Des enfants heureux de choisir un livre dans le bibliobus de Children of Africa. Samira est aux anges. Son choix s'est porté sur une œuvre de l'écrivaine pour enfants Fatou Keïta. Pour cet élève du cours moyen 2, lire a toute son importance. Pour devenir intelligente, pour savoir bien parler le français, pour être épanouie. Faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture, le sens de cette activité de l'association Aquaba Culture, initiatrice du 9e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, venu rencontrer les élèves de l'établissement scolaire Espoir des mamans dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui, vous savez, le bonheur pour moi est grand. Je vois que le travail qu'on fait depuis plusieurs années est en train de payer. Les enfants sont là, ils sont tout contents de lire, d'avoir accès aux livres. Pour mieux rapprocher le livre de l'enfant, qui de mieux qu'un auteur qu'ils apprécient? Marguerite Boué, auteur de la bande dessinée Aya de Yopougon, vendue à 700 000 exemplaires dans le monde et traduite en plus de 17 langues, est alors choisie. Échange, conseils aux enfants, puis séance dédicace, un moment pleinement vécu. Ils sont assez ravis et puis moi je suis toujours contente de savoir ce qu'ils pensent justement d'Aya, qu'est-ce qui les motive à ce point dans cette histoire, à qui ils s'identifient. Enfants et encadreurs satisfaits. Cap est mis sur l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à Cocody. Ici, bercé par la musique, l'amour des lettres est dispensé par l'auteur mauritanien Beyrouk Mbarek, invité spécial du prix Ivoire 2016. Échange à juger enrichissant par les étudiants, encore amoureux du livre malgré la réalité du numérique plus que présente aujourd'hui. Même si Internet, la lecture est un outil fiable parce qu'en lisant, on peut découvrir de nouveaux mots. En découvrant de nouveaux mots dans la lecture, on peut aller maintenant sur Internet chercher les mots qu'on ne comprend pas dans la lecture. D'où l'engagement pris pour faire de la lecture un outil quotidien dans la quête permanente de la connaissance.
On en arrive à présent à l'entretien avec notre invitée de la page culture. Bonsoir Marie-Josée Ali. Bonsoir Marie-Laure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et félicitations puisque vous venez de remporter le prix Ivoire 2016 pour la littérature d'expression francophone. Alors nous allons regarder cet élément. Ce prix est organisé par l'association Aquabaculture. On va donc revivre ce moment avec notre reporter Franck Wadio qui est revenu sur le plateau. Le visage illuminé par un sourire, Marie-Josée Ali est le prix Ivoire 2016 de la littérature africaine d'expression francophone de formation journaliste. La Martiniquaise débute sa carrière d'écrivain en 2009. Une première œuvre, Elle et Elle, puis un roman, Le Convoi, paru en 2016, à l'honneur à ce 9e prix Ivoire. Dans cette œuvre, un tableau allégorique des rapports humains. La plume poétique de l'auteur met en lumière un petit village isolé de l'Amazonie dont la tranquillité sera troublée par un mystérieux convoi traversant la forêt. 400 pages, fruits de l'imaginaire de l'auteur, des éloges des valeurs de l'humanité bien reconnues par le représentant du parrain, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Incontestablement, le livre est un atout parce qu'il est d'abord un tout. Il contribue substantiellement à l'épanouissement des individus. Il permet d'appréhender les horizons nouveaux. C'est en filigrane le combat permanent de l'écrivain, un combat qui aboutit à la reconnaissance du mérite. Écrivaines et écrivains, pour nous, la lutte n'est point terminée. Nos plumes ont encore de l'encre pour nourrir nos doigts. C'est à ce prix que la reconnaissance se mérite. Le livre au centre des attentions, il s'agit en fin de compte de redonner à tous le goût des belles lettres, un rôle sacro-saint. Et c'est une occasion de rencontre pour les écrivains, pour les gens de lettres. Notre rôle, c'est justement de mettre à disposition de ces lecteurs-là des livres de qualité, des livres de choix et de primer la littérature africaine, la beauté des textes des auteurs africains. D'autres distinctions à ce 9e prix Ivoire de la littérature. La Camerounaise Kidi Bébé reçoit une mention spéciale, de quoi révéler l'autre talent insoupçonné de la lauréate du soir, Marie-Josée Ali, chanteuse reconnue. Marie-Josée Ali, écrivaine, journaliste, chanteuse. Vous allez nous démontrer cela vers la fin de ce journal. Mais avant, est-ce que vous y croyez? À quoi? À obtenir ce prix, non. Franchement, c'est une merveilleuse surprise et surtout beaucoup d'émotions. Parce que moi, j'appartiens à la diaspora, en fait. Je suis martiniquaise. Oui, ce prix est maintenant ouvert aussi à la diaspora. À la diaspora, je suis martiniquaise. J'ai écrit un livre où toute l'action se passe en Amazonie. C'était votre premier roman? Et c'était mon premier roman, parce que je suis journaliste. Donc, comme vous connaissez ce métier, on est toujours en retrait. On ne parle jamais à la première personne. On ne dit pas le monde à travers nos émotions et tout. Et je me suis dit, mais avant de mourir, il faut que je puisse faire vivre mon imaginaire, parce que j'ai un imaginaire qui a été nourri par toute la période où j'étais grand reporter, parce que j'ai été grand reporter aussi. Oui, grand reporter, présentatrice aussi. Présentatrice aussi. Et j'ai rencontré des gens absolument formidables. Dans ce métier, on pose des questions, on rentre dans l'intime des gens, on essaie de comprendre pour mieux traduire et permettre à ceux qui nous regardent de comprendre la problématique, les solutions possibles. Et donc, ces gens que j'ai rencontrés, j'ai un peu, disons, forcer leur intimité. Et parfois, c'était des rencontres tellement extraordinaires, tellement merveilleuses, que j'aurais tout fait pour les garder dans ma vie, mais je savais bien que je les reverrais sûrement plus. Et donc, vous avez écrit? Et donc, je les ai emmenés dans mon petit panthéon personnel et ils sont... Voilà, je réinventais un autre destin en écrivant ce roman, et puis celui d'après, parce qu'ils ont tous existé, en fait. C'est des vrais gens qui sont dans ce livre. On m'a confié que vous n'avez pas postulé. C'est plutôt votre maison d'édition? C'est ma maison d'édition qui a postulé. Parce qu'en général, c'est les maisons d'édition qui font cela. Et je me suis dit, mais bon, postuler pour le prix Ivoire dont on connaît la notoriété maintenant. Et ça ne va jamais marcher. Je suis peut-être pas assez... Parce qu'il y avait 51 ouvrages au départ. Voilà. Ensuite, à la finale, 55 auteurs. Et vous sortez du lot. Oui. Qu'est-ce qui a fait la différence quand vous regardez tout ça? Je ne sais pas. Il y avait d'autres auteurs, je ne sais absolument pas. Je sais que j'ai reçu on va creuser dans votre ouvrage. Des choses très élogieuses, en fait, des compliments assez élogieux de ceux qui l'ont lu et qui étaient membres du jury.
sur, on va dire, la poésie, la musique des mots. Comme je dis, j'écris de façon très sensuelle. J'écris avec mes yeux, mon nez, ma bouche, et ça a un peu mes oreilles. Style poétique sur Voilà, un style qu'on comprend. Et puis j'écris avec beaucoup avec des images parce que, étant journaliste, j'ai vu le monde aussi beaucoup avec mes yeux et avec mon cœur. D'accord. On va essayer de creuser en 1 minute seulement ce roman, Le Convoi, qui relate l'histoire d'un petit village isolé d'Amazonie. On parle d'un convoi, un convoi mystérieux. Qui traverse l'Amazonie, qui est entouré de femmes qui viennent du monde entier. Et ça, c'est important. Parce où se rend donc ce convoi? Où se rend-il? À la limite, c'est pas très important. En fait, il arrive dans ce village et va bousculer tout ce qui est... C'est la rumeur qui commence déjà à bousculer la tranquillité du village. Et ce qui est important, c'est ce qu'il transporte et qu'on ne saura jamais qu'à la fin du... On ne sait pas si c'est de l'or, on ne sait pas si... même si... Julie qui a quitté Paris pour rejoindre ce convoi. Voilà, pour rejoindre ce convoi. Il transporte de l'or, il transporte quoi? C'est un trafic de femmes, il transporte de la drogue, il transporte des armes, on ne sait pas. Et c'est l'histoire d'une rumeur qui enfle comme ça, qui perturbe le village, qui perturbe le quotidien des gens. Mais je crois que c'est arrivé dans le monde entier, dans tous les villages, dans toutes les tranquillités paisibles et quotidiennes du monde. Voilà, qui vient percer, et cette rumeur précède l'événement et donne à l'événement encore plus d'ampleur et donne à l'événement une espèce de dimension presque sacrée. D'accord, on va donner l'occasion au lecteur de découvrir ce roman. Peut-être pourquoi pas en se procurant dans ce roman. Alors, rapidement, ce prix Ivoire que vous avez obtenu, qu'est-ce que vous pensez de ce prix? Que comptez-vous faire après? Pour moi, je suis encore sous le coup d'une émotion très forte. Je suis une enfant de la diaspora et j'ai très bien connu, parce qu'on était très proches, Aimé Césaire. Donc, à la remise de ce diplôme, j'ai vraiment pensé à Aimé Césaire, à mon père. Pour eux, c'est très important que mon premier roman soit récompensé par une terre d'Afrique et par la Côte d'Ivoire. C'est absolument magique. Alors, ça m'a donné des ailes. J'ai commencé le deuxième. D'accord. Ça vous a inspiré donc? Et ça me donne des ailes, ça me donne la force, ça me donne l'énergie, ça me donne l'envie et le désir de continuer. Et puis, voilà, on a le désir de plaire. D'accord, vous avez été une grande chanteuse dans les années 80. Il y avait cette chanson qui vous a révélé. Oui, mais vous savez que je suis encore de quoi, moi? Petite note de cette chanson. Moi qui chante là tout de suite? Oui, rapidement. C'est un piège. Pas du tout. Soleil la qu'a couché, la lune qu'a levé, cocotier qu'a bougé, caressez-moi, caressez-moi. Je pense que ça nous donne un peu des idées. Surtout, ça donne aussi des idées aux téléspectateurs qui nous regardent. Oui, on a tous besoin de caresses dans la vie. Même les pires d'entre nous. Il y a un moment, on a besoin de caresses. On a besoin de la tendresse de la vie. Mais j'ai continué avec mes filles. Est-ce que vous connaissez l'artiste ivoirien Frédéric Meué? Je ne l'ai jamais rencontré. J'aurais bien aimé l'avoir rencontré parce qu'il est connu un peu dans le monde entier. D'accord. On va donc le découvrir. Il vient de sortir son 12e album. Nous allons regarder. Et vous allez me l'offrir, l'album? Peut-être. Eja. Le clip passe en boucle sur les antennes dans la pure tradition Zo Blazo. L'artiste, Frédéric Ewimewe, de nouveau au contact des mélomanes, 4 ans après son dernier album. Le nouvel opus est intitulé Illimitique. Illimitique, pourquoi? Pour exprimer davantage mon envie d'ouverture. Une danse aussi qui n'est pas limitée, qui doit traverser les frontières en Zima. Traverser les frontières et s'inspirer de diverses influences musicales, une façon de marquer son identité, loin des clichés. Ma musique ne doit pas être limitée qu'aux valeurs du commercial, parce qu'aujourd'hui on tend plus vers les raccourcis. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on fait un album. Illimitique, 12e album de la carrière de Meué. 16 titres dans le pur style de l'artiste, mélange de genres sur fond de cuivre, rythmique de base du Zo Blazo. La musique vraie, celle qui permet de vaincre le temps et rendre hommage, par exemple, à son défunt frère Deza Doblicel, ou prodiguer des conseils à la jeune génération, voire même taquiner des aînés. L'album est multiforme, des thèmes abordés sans tabou, mais aussi des messages forts. En somme, un album illimitique. Voilà
Marie-Josée Ali, c'est sur cette note de Frédéric Mewé qu'on va se dire au revoir. Alors, merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir. Merci Marie-Laure de m'avoir invité. Vous l'avez compris aussi, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Delphine Blas. Merci à la réalisation et à toute l'équipe technique qui m'ont aidé à le présenter. Merci à vous tous de votre aimable attention.